Bonjour, je suis Leïla Debras, je suis étudiante en ergothérapie en troisième année à l'Institut de formation en ergothérapie de Marseille. Et à l'occasion de mon stage en santé mentale en réhabilitation psychosociale dans le service du professeur Lançon, j'ai réalisé une petite présentation du métier d'ergothérapeute en santé mentale. Alors, qu'est-ce que l'ergothérapie en santé mentale? D'abord, on va voir les origines du mot ergothérapie. Alors, ergothérapie, ça vient de la racine grecque ergon, qui signifie l'action de l'être. C'est aussi la racine des mots énergie, par exemple, et de thérapie qui signifie le soin. Donc, en ergothérapie, on parle donc de potentiel thérapeutique de l'activité, parce que les ergothérapeutes effectuent des activités pour pouvoir accompagner la personne à favoriser une transition dans sa santé, en matière d'insertion sociale, d'inclusion, de réinsertion. L'ergothérapeute travaille essentiellement dans trois domaines. Le domaine de la personne, le domaine de l'environnement et le domaine de l'occupation. L'ergothérapeute travaille sur les interactions entre chacun de ces trois domaines. Prenez une feuille, par exemple, et faites 3 colonnes, une avec personne, une avec occupation et une autre avec environnement. Essayez de compléter ces 3 colonnes avec vous-même. Ce qui constitue votre personne, comment vous vous définissez en tant que personne, qui vous êtes, un homme, une femme, votre âge, etc. Une occupation, choisissez par exemple aller au travail, faire la vaisselle, etc. Et l'environnement, c'est l'endroit où vous êtes actuellement. Imaginez toutes les interactions possibles entre ces 3 domaines. L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique justement sur le lien entre l'activité humaine et la santé. L'activité humaine, c'est très vaste. L'occupation, c'est vraiment le domaine d'intervention de l'ergothérapeute. Et l'ergothérapeute va donc envisager une interdépendance entre l'occupation, la personne et son environnement. L'ergothérapeute n'est donc pas simplement en lien avec l'environnement de la personne, puisque la personne ne s'adapte pas à son environnement, mais elle est en interrelation constante avec les éléments de son environnement. Ici, vous avez sur cette diapo différentes images qui traitent de l'occupation. Vous pouvez en choisir une si cela peut vous aider à vous focaliser sur une des occupations possibles. Et ces occupations font référence donc à différentes activités que les individus peuvent faire en famille ou avec des communautés. L'occupation, elle a un sens et elle donne un sens et un but à la vie. Tout être sur cette planète, tout individu est un être occupationnel. En ergothérapie, on parle des êtres humains comme des êtres occupationnels parce que souvent, on se définit par et à travers l'occupation qu'on effectue. Ou alors celles qu'on a besoin de faire, celles qu'on veut faire ou celles qui sont attendues que l'on fasse. Ici, sur cette diapo, vous avez différents domaines d'intervention de l'ergothérapeute. Je vais passer, vous allez prendre le temps de les regarder. En matière de psychiatrie et de santé mentale, il y a différents axes de lecture. Selon le DSM-5, il y a 2 grands axes de lecture pour classifier les symptômes en psychiatrie. Je ne vais pas tous vous les citer. Néanmoins, en gros, il y a l'axe de la personnalité pathologique, vous devez avoir quelques exemples en tête, et aussi l'axe des symptômes. L'ergothérapeute va prendre en considération ces notions pour pouvoir exercer son art. Ainsi, il y a 4 grands modèles qui peuvent être identifiés. Il y a le modèle psychodynamique qui va travailler sur le fonctionnement intrapsychique. En ergothérapie, on va travailler plutôt autour du processus de l'être, la construction identitaire et le processus intrapsychique de la personne. Ainsi, l'ergothérapeute va utiliser des médiations expressives. Ensuite, il y a le modèle des thérapies cognitivo-comportementales qui est issu des neurosciences. En ergothérapie, on va plutôt travailler des pistes autour du processus d'apprentissage qui se joue autour du faire, le sens de l'action.
Ensuite, il y a le modèle humaniste qui est issu de la psychologie dite positive. Là, l'ergothérapeute va utiliser des médias, des moyens pratiques autour de la relation. Et pour finir, il y a le modèle systémique. Ce modèle, en ergothérapie, on va plus se pencher du côté de la communication, des interactions sociales et dynamiques de groupe. Donc voilà quelques exemples d'objectifs en lien avec chacune des dimensions dont on a parlé tout à l'heure, chacun des modèles dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, pour ce qui est du dernier, donc autour de la dimension groupale, l'intégration sociale, l'ergothérapeute va avoir pour objectif d'évaluer les capacités de la personne à être en groupe, de proposer un travail de socialisation progressif. Donc, l'ergothérapeute va être attentif à ce que la personne en santé mentale puisse se distinguer en tant que personne au sein du groupe, voir comment est-ce qu'elle prend sa place au sein du groupe et comment elle s'intègre socialement. On va travailler donc des habiletés sociales, c'est le grand terme, et aussi le sentiment d'intégration de la personne et d'inclusion. Alors là, on parle vraiment de rétablissement. Aujourd'hui, le rétablissement est un terme clé en matière de santé mentale. Dans le domaine de la réhabilitation, on va accompagner la personne dans une démarche d'autonomie plus importante et vers une insertion professionnelle, par exemple, et aussi familiale, et tout d'abord aussi personnelle. Donc, on ne peut pas parler de réhabilitation sans parler des motivations et des valeurs de la personne qui sont source et moteur de changement dans l'action et de l'adaptation. Il y a des recommandations de l'HAS qui existent concernant des méthodologies d'éducation thérapeutique qui sont appliquées dans ce domaine-là. Selon Andresen, en 2003, Andresen a établi 5 étapes du rétablissement que vous voyez sur cette diapo, qui sont décrites ici. Et ces 5 étapes du rétablissement, chaque personne en santé mentale traverse ces étapes, n'en est pas toujours conscient. Mais nous, professionnels de santé, nous les connaissons et nous travaillons en fonction aussi de ces étapes de rétablissement. On a entendu parler, par exemple, des étapes du deuil. Connaissant les étapes du deuil, on adapte notre intervention en fonction de l'évolution de la personne, en étant conscient de l'étape dans laquelle elle est. Il en est de même donc pour le rétablissement. Ici, sur cette diapo, il y a le docteur Guy Deleu, qui a travaillé beaucoup sur la réhabilitation psychosociale et qui a comparé le modèle médical d'une psychiatrie moderne au modèle psychosocial de la réhabilitation psychiatrique. En ayant en tête ces deux modèles, nous pouvons avoir une vision du rétablissement un petit peu plus précise et adapter nos interventions sur ces données probantes. Ici, c'est une diapo qui est issue d'un site internet que vous aurez tout à l'heure en bibliographie. Et ici, vous avez des différentes expériences qui sont mises en pratique en matière de santé mentale en ergothérapie, ou plutôt l'ergothérapie en santé mentale. L'ergothérapeute va travailler sur l'expérience perceptivo-sensorielle en prenant en compte les différents canaux sensoriels de la personne et va utiliser des médias comme une matière-objet, on va dire, par exemple l'argile, où la personne va pouvoir travailler ses sens visuels, auditifs, kinesthésiques. Ça fait du bruit, ça fait pas de bruit. C'est doux, c'est mou, ça s'enfonce, voilà. Ensuite, on a l'expérience gestuelle et motrice. Ces expériences-là, l'ergothérapeute va faire la personne travailler à travers d'autres médiations, comme le jeu avec d'autres matériaux très divers, ça peut être aussi l'exemple de l'argile, mais l'objectif thérapeutique sera différent. Ensuite, il y a les expériences cognitives. Celles-ci permettent d'engager par la pratique d'une activité l'inhibition, la planification, la flexibilité mentale de la personne, par exemple. Ensuite, nous avons les expériences émotionnelles. L'objet est et devient un support d'expression autour des émotions.
Et pour finir, il y a les expériences identitaires qu'on peut notamment travailler lors de sessions de groupe, par exemple. Alors maintenant, je vais vous présenter un modèle en ergothérapie qui est le modèle de l'occupation humaine qui est proposé par Kilofner, qui propose un continuum du changement. Il y a 3 étapes par lesquelles l'ergothérapeute passe pour pouvoir établir ce continuum au changement. On va accompagner la personne dans sa transition d'occupation. D'abord, l'ergothérapeute va explorer la situation, va faire une évaluation. Pour cela, la condition première, c'est que le patient participe activement dans les formes occupationnelles réelles pour que l'intervention par l'activité soit vraiment thérapeutique. Le patient devient acteur. Ensuite, il y a les compétences, la compétence de la personne. Et enfin, on arrive à la phase terminale qui est l'accomplissement de l'occupation. La deuxième condition pour pouvoir appliquer ce continuum du changement, c'est ce que la personne fait doit être pertinent à ses yeux et surtout significatif. Ainsi, en ergothérapie, on parle d'activité signifiante et significative. Seul le patient peut être l'instigateur de son propre changement. Partons de ce postulat, issu de ce modèle, il y a quelques mots-clés pour mieux comprendre. L'ergothérapeute va donc travailler sur l'adaptation occupationnelle. Quand il y a changement, on doit forcément s'adapter à la nouvelle situation dans laquelle on se trouve. Cette adaptation, elle résulte de la dynamique entre les composantes de base de ce modèle, qui sont la volition, l'habituation et la capacité de rendement, les dimensions de l'agir, la participation, le rendement et les habilités de la personne, et enfin l'environnement, qu'il soit physique ou social. D'un côté, nous avons l'identité occupationnelle qui se dégage de cette adaptation occupationnelle. Et de l'autre côté, nous avons les compétences occupationnelles de la personne qui émanent aussi de ces adaptations occupationnelles. Le tout se fait dans l'environnement dans lequel la personne évolue. Ici, vous avez un exemple d'outil d'évaluation issu de ce modèle de l'occupation humaine. Il s'agit de l'outil d'évaluation de la participation occupationnelle. Vous pouvez le voir, il y a 4 étapes dans l'échelle de cotation. Nous allons déterminer si l'occupation facilite la participation occupationnelle, si ça permet la participation occupationnelle, si ça la limite ou au contraire que ça l'empêche. Pour ça, il y a 6 domaines d'évaluation. La première colonne, vous pouvez le voir en bas à gauche, constitue en fait la motivation de la personne pour l'occupation. Ensuite est déterminé un profil d'occupation. Ensuite, les habiletés de communication et d'interaction de la personne, puis les habiletés opératoires, puis les habiletés motrices et enfin l'environnement dans lequel cette évaluation a été effectuée. Comme vous pouvez le voir, il y a dans chaque colonne plusieurs sous-parties. L'intérêt de cet outil d'évaluation ergothérapique, c'est vraiment de faire émaner les motivations intrinsèques de la personne et les motivations extrinsèques de la personne qui lui permettent ou pourraient lui permettre de faciliter son engagement dans l'occupation qu'elle a choisie, qui pour elle est signifiante. Il y a d'autres exemples d'échelles utilisées par le modèle de l'occupation humaine, comme l'échelle d'identité occupationnelle, la liste d'intérêts. Voilà. Je ne vais pas le détailler davantage. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations dans la bibliographie à la fin. Pour finir, nous pouvons dire que la santé mentale est donc une problématique de santé publique importante. L'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui intervient en santé mentale, quelles que soient les maladies et quel que soit le stade aussi de la maladie, pour favoriser l'intégration de la personne, son inclusion dans la société. L'ergothérapie travaille avec l'activité que la personne a choisie, avec l'activité qui est signifiante pour la personne
pour lui permettre un engagement dans ses occupations et donner un sens finalement à sa vie. Nous retiendrons des mots-clés comme la réhabilitation, la réinsertion sociale, la réadaptation et l'empowerment, qui est un domaine clé actuellement. Donc vous avez ici la bibliographie que je vous laisserai le temps de lire en souhaitant que cette présentation vous aura intéressé. Merci de votre écoute. Au revoir.